Ça va? Parfait. Ça va? Oui, mais ça va? Ah, je fais. Ah, voilà, ça y est, voilà. Ça, donc le CROPA est vraiment ravi aujourd'hui de vous recevoir parmi nous. Cette présence, cette influence pour les journées du CROPA, c'est une marque de confiance et ça nous fait vraiment plaisir. En fait, on a travaillé beaucoup pour vous avoir parmi nous et aujourd'hui on est content de vous avoir. Donc l'atelier d'aujourd'hui, je refais l'atelier parce qu'on l'a déjà fait. C'est un atelier qui est excellent. Donc vous allez suivre, j'ai pris un plaisir à le suivre. On a d'excellents formateurs qui nous ont été recommandés par notre cher ami Lydie, qui va le présenter et va présenter la public et bonne séance. Merci Yosri. Lorsqu'on donne les TD ou les cours intégrés à la faculté, la deuxième et la troisième séance est les plus intéressantes. Les orateurs qui la première séance, on commence à se mettre dans le bain. Mais lorsqu'on est dans la deuxième ou la troisième séance, on est généralement mieux, les idées sont là, les interactions, on essaie qu'on réfléchit sur d'autres aspects. Donc, comme a dit Yosri, donc je pense que vous allez, et j'espère, profiter pleinement de cette séance. Je tiens à remercier Monsieur le Président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de l'Ariana, mon ami de longue date, Yosri Giras, depuis les membres de la faculté jusqu'à aujourd'hui. Alhamdoulilah, notre amitié est toujours là et avec tout le corps pharmaceutique, Alhamdoulilah, donc on essaie d'être toujours présent, la faculté essaie d'être toujours présent. D'ailleurs, je remercie Yosri pour la confiance qu'il donne et tous les conseils régionaux qu'il donne aux enseignants de la faculté de pharmacie pour donner des cours, des conférences, des ateliers et interagir pour voir un petit peu, parce que nous, on peut être considéré parfois comme loin de la pratique de tous les jours. Donc, les échanges entre les officinaux, les hospitaliers, les universitaires, les industriels dans le cadre de ces journées ne font qu'enrichir nos connaissances. Nous allons travailler sur les opioïdes. Comme j'ai dit tout à l'heure, le terme opioïde, c'est un terme qui est très ancien. On utilise plutôt le terme morphinique dans la pratique de tous les jours, dans la classification pharmacologique. Historiquement, les opioïdes ou les morphiniques, on les classait comme des analgésiques centraux, parce qu'il y a ce lien entre la morphine et le cerveau. Et l'action centrale, les orateurs vont vous expliquer un petit peu ça, mais on a démontré que les centraux agissent en périphérie et les périphériques agissent au niveau central. Donc on ne parle plus d'analgésiques centraux, d'analgésiques périphériques, on parle plutôt d'analgésiques morphiniques et d'analgésiques non morphiniques. Le choix, je le trouve très judicieux, parce que c'est vrai que les morphiniques, parfois, je pense qu'il faut les démystifier un petit peu, mais jusqu'à quelle limite? Parce que c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de morphiniques, il y a beaucoup de médicaments qui n'existent pas en Tunisie, surtout pour l'analgésie. Pour l'anesthésie, il y a pas mal de médicaments, l'anesthésie générale, mais pour l'analgésie, il y a par la morphine, il n'y a pas vraiment, peut-être le durogésique, le fentanyl, il existe, mais il y a beaucoup de médicaments qui font défaut. Donc la politique générale de la prise en charge de la douleur intense du palier 3, elle fait parfois défaut. Comment utiliser convenablement, on va parler du bon usage de ces produits, les effets indésirables de ces produits, du mésusage de ces produits, de ce fléau international qui laisse que ce mésusage donne des situations et des atrocités, des décès, des toxicomanies. Les pays nordiques étaient un petit peu laxistes par rapport à l'utilisation de ces produits. Et là, ils se trouvent dans des situations très difficiles à gérer. Le fait qu'il y ait cette facilité de prescrire, d'utiliser, même pour des douleurs non cancéreuses, à laisser que
l'utilisation devient très intéressante et vous allez voir les conséquences. Donc tous ces aspects-là seront traités avec nos deux chers conférenciers, mes collègues à la faculté, mon cher ami Mohamed Al-Minkaali, le docteur Mohamed Al-Minkaali, qui est assistant hospitalo-universitaire de pharmacologie. Il est praticien hospitalier à l'hôpital Farhat Hachem à Sousse. Il est avec moi au labo de pharmaco à la fac, c'est le département. Et notre jeune collègue aussi, mon cher élève Mahdi, donc c'est quand même intéressant, Mahdi Bouzel, qui est résident en 4e année en pharmacie hospitalière et industrielle. Actuellement, il exerce à l'hôpital militaire de Tunis. Il a fait le tour de plusieurs structures, il termine bientôt son visite. Donc je vous laisse entre les bonnes mains de ces deux conférenciers. Surtout n'hésitez pas, on va essayer d'être interactif pour mettre les choses dans leur cadre et sortir avec des points très positifs par rapport à ces médicaments. Donc, à vous la parole, pour Fabio. Merci. De l'histoire. Je vais vous montrer quelques images. Ensuite, on va mettre des mots-clés. On va expliquer les effets des morphines. Et ensuite, on va passer par des cas cliniques. Le premier cas clinique il est assez long, et à partir duquel on va expliquer la douleur. C'est quoi la douleur? Et pourquoi on a plusieurs médicaments contre la douleur? On a du paracétamol jusqu'à la prégabaline, le Lyrica. Comment on explique des effets un antiépileptique qui va soulager une douleur? Mais pour commencer, par exemple, je vous montre cette image. Est-ce que vous vous rappelez de cette plante? Le pavot, le papaver somnifera. C'est les somnifères. À partir duquel, à partir de ce latex, on a extrait la morphine et la codéine. Ce sont des alcaloïdes. Pourquoi on les appelle des alcaloïdes? Parce qu'ils ont un caractère alcalin. Ils ont plusieurs azotes. Ce n'est pas seulement le H qui donne l'hydroxyde qui va donner le caractère alcalin, mais aussi ces azotes. Tous les morphines, tous les alcaloïdes finissent par in. Cocaïne, nicotine, théine, théophiline. Théophiline, ils sont extraits du thé par exemple, ils sont bronchodilatateurs. Cette image, c'est Morpheus, c'est un dieu grec. Est-ce que vous connaissez? C'est le dieu de quoi? Du sommeil, exactement. Du sommeil et des songes. C'est le fils d'un autre. Dans les bras de Morphée. Exactement. Donc, le premier mot-clé, c'est alcaloïde. Ensuite, morphine, c'est le dieu du sommeil, donc c'est parce qu'il a un effet sédatif. Il est utilisé, par exemple, en analgésie des morphiniques qui ont été utilisés, par exemple, le phénanyl en anesthésiologie. L'un des effets les plus remarquables chez les morphiniques, c'est le myosis. Vous regardez par exemple au cinéma, les policiers ils vont ouvrir la pupille, ils vont regarder, ils vont mettre par exemple une lampe et voir s'il y a un myosis, c'est un OPC, c'est de l'héroïne. S'il y a une mitriase, c'est autre chose, c'est de la cocaïne. Pour savoir quel toxique. Donc l'action des OPC, c'est qu'ils vont donner un myosis. Ensuite, cette ampoule-là, c'est une ampoule qui a été donnée aux soldats de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une ampoule de morphine avec une aiguille hypodermique pour injection immédiate dans la période de guerre. Par exemple, si un soldat reçoit une balle, il va s'injecter de la morphine. Donc, les morphines, ils ont un effet analgésique puissant. Imaginez, il va supprimer le bloc d'une balle. Voici un sirop qui a été commercialisé au début du siècle. Il s'appelle Mrs. Winslow pour Children Teething, c'est-à-dire de la dentition, pour la douleur de dentition. Il a aussi d'autres indications, par exemple ici, pour la colique, dysentérie, c'est-à-dire la diarrhée, pour aussi la teething, c'est la douleur de la dentition. C'est un sirop qui contient quoi? Qui contient du sulfate, de morphine et du carbonate de calcium, du carbonate de sodium. On l'utilisait comme sirop pour des douleurs de dentition par exemple.
L'héroïne maintenant. L'héroïne aussi a été utilisée pour traiter la CAF, c'est-à-dire la toux. C'est un antitussif. On a utilisé cette propriété-là. Donc pour la constipation, il est utilisé comme antitussif et comme antitussif. Aujourd'hui, on n'a plus d'héroïne pour l'utiliser, mais on utilise autre chose comme antitussif, qui est la codéine. Exactement, c'est la seule molécule qui nous reste. Cette molécule, donc l'héroïne, qui est un opioïde, à partir de la morphine, je pense c'est une molécule acétylée. On a acétylé la morphine. A été donnée par Bayer, du terme allemand héroïque, al-batala, parce qu'elle était très puissante, parce qu'on pensait qu'elle permettait de soigner l'addiction à la morphine sans affecter l'accoutumance, qui était très répandue à l'époque, notamment depuis que l'usage s'en était produit chez les soldats de la guerre de sécession lors de la guerre de 1870. Ironie du sort, car la morphine elle-même avait été préconisée comme substitut de l'opium. Donc, on a démarré avec l'opium, on a une toxicomanie de l'opium, on l'a traité par la morphine, et ensuite on l'a traité par l'héroïne. Donc, toute l'histoire des États-Unis, elle commence par des drogues. L'héroïne était, avant 1914, vendue librement en pharmacie, malheureusement, entre sous la forme de pilules antitussives contre l'asthme, la diarrhée et même comme somnifère pour les enfants. À cette époque, la plupart des substances connues aujourd'hui comme addictives, par exemple les opiacés et la cocaïne, il y a une différence. La cocaïne, ce n'est pas un opiacé, c'est autre chose. Il a un noyau tropane, il s'approche de l'atropine. Il est extrait de la feuille de coca. C'est un psychostimulant. Il était vendu libre en pharmacie. Mais cette image-là, je l'ai eue à partir d'un site d'urgence. Quand on est devant une intoxication aux opiacés, l'un des caractéristiques du diagnostic, l'un des signes cliniques exactement, c'est la dépression respiratoire. Généralement, l'intoxication par les opiacés, le décès, arrive par dépression respiratoire. C'est un mécanisme qui ne va pas agir sur les poumons, mais plutôt c'est un mécanisme central. On va par la suite l'expliquer. Et ces images-là, ça fait partie des tragédies du monde. Vous voyez, là, c'est une fumerie d'opium à Calcutta, en Inde, et là, à Shanghai, les Chinois. Il était accro à cette drogue-là, à l'opium. Voilà, vous le voyez bien. J'ai écrit. C'est l'opium. Mais pourquoi ils avaient cette toxicomanie? Eh bien, on pense, pour ne pas être paranoïaque, mais l'histoire décrit que c'était les Britanniques qui ont fait ça. Ils ont inondé le marché. Les Britanniques. C'était la période de la colonisation. Exactement. Ils avaient colonisé l'Inde, mais ils avaient le problème des Chinois. C'était un empire puissant, c'était une puissance économique. C'était une puissance territoriale. Il y avait l'agriculture, elle avait tout. Elle avait surtout la matière première et les travailleurs. Elle avait beaucoup de travailleurs. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? À la fin des guerres napoléoniennes, la puissance montante, elle consacre pleinement à la mise en application de grande échelle du free trade, c'est-à-dire le libre-échange. Il faut ouvrir les marchés. Adam Smith, je vous vends ma marchandise et vous achetez aussi, et j'achète de votre marchandise. Le problème des Chinois, qui est aujourd'hui d'actualité, c'est qu'ils vous vendent, mais ils n'achètent rien. Les Britanniques avaient besoin de la marchandise des Chinois. Donc, pour pouvoir coloniser ce pays-là, on pense, l'histoire dit cela, ils ont bombardé le marché chinois par l'opium. Et donc, l'opium provoque rapidement de véritables ravages dans l'élite chinoise. Les consommateurs sont des lettrés, des fonctionnaires, des intellectuels, et ils deviennent totalement dépendants et se ruinent pour cela procurer. Qu'est-ce qu'il a fait l'empereur?
il a fait une prohibition, une loi qui va interdire la vente de l'opium à partir des contrebandiers, à partir du PKK, de l'Afghanistan jusqu'à aujourd'hui. L'Afghanistan, c'est le premier producteur mondial de l'opium. Exactement. Donc, il y avait deux guerres. En 1700, par exemple, en 1729, c'était seulement 240 tonnes. Et ainsi, 3000 tonnes d'opium furent importées jusqu'à 1850 en Chine. Ça a fait des ravages. Deux guerres, bien sûr, les Chinois, ils ont perdu la guerre, et ils ont mis la drogue en vente libre dans tous les marchés chinois. Jusqu'à maintenant, en Chine, le consommateur de drogue, est-ce que vous savez quelle est la sanction? Ce n'est pas la prison, c'est la pendaison. Le consommateur, non pas le commerçant, allez, parce que ce traumatisme, ils ne sont pas aujourd'hui près de leur vie. L'imodium maintenant, c'est un antidiarrhéique. L'imodium. L'imodium, c'est une molécule morphinique aussi. Elle est utilisée pour le traitement des diarrhées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une molécule morphinique, puisque ça provoque une constipation. Donc, on a changé chimiquement la molécule, on l'a rendue plutôt moins lipophiles, très hydrophile. Donc, elle ne passe pas la plaquette de métro. C'est-à-dire puisque le cerveau, c'est un corps lipophile. Ça y est, chat. Donc, on ne passe pas. Donc, on n'aura pas les effets centraux dépresseurs et la toxicomanie. Le codétryl, le sirop antitussif, donc c'est la seule molécule qu'on possède aujourd'hui comme antitussif. C'est une autre drogue aujourd'hui à partir de la morphine. La désomorphine. Elle est constituée de quoi? Qu'on appelle la drogue crocodile. C'est une drogue qui est dérivée de la morphine. C'est un mélange d'iode, d'héroïne, essence, dissolvant à peinture, phosphore rouge et codéine. Donc, on a deux opioïdes et en plus des solvants organiques. Un dissolvant, comme un dissolvant à caractère, des solvants organiques. On utilise des solvants organiques. Et puisque ce sont des alcaloïdes, donc ils ont besoin d'une solution alcaline pour les rendre à l'état moléculaire. Lorsqu'ils sont dans un état moléculaire et dans un solvant organique, directement ils vont faire un effet flash dans le cerveau. Par exemple, la cocaïne. La cocaïne donne un effet flash, une hyperstimulation. On a modifié chimiquement la molécule. Je vous dis la Ritaline. La Ritaline, par exemple, c'est la cocaïne, c'est la même. Mais on a modifié chimiquement pour ne pas avoir cet effet flash. On a modifié la pharmacocinétique. Et bizarrement, la Ritaline, on ne comprend pas. Elle est indiquée pour les enfants hyper agités et pour chez les adultes, on l'utilise pour le somnambulisme. Avec le somnambulisme. Le mécanisme d'action n'est pas encore clair. Donc, cette crocodile, cette drogue-là, elle a été synthétisée pour la première fois aux États-Unis dans les années 30. Elle est abandonnée rapidement, mais elle a refait surface en Russie en début des années 2010 et connaît un essor dans tout le pays sous le nom de la drogue crocodile. Elle est considérée comme étant une drogue des plus dangereuses au monde. Elle est 3 fois moins chère que l'héroïne, mais elle est 10 fois plus puissante. L'héroïne, la plus puissante, elle est 10 fois plus puissante que l'héroïne. Mais le problème, qu'elle fait, on va perdre nos organes. Parce que les solvants organiques, ils vont être accumulés dans le foie. Ils vont être libérés et l'espérance de vie, généralement, jusqu'à 1 an au maximum. Mais c'est la première partie. Donc, on a donné par exemple, avant on avait cannabis, mais aujourd'hui, on a l'ecstasy. On a plusieurs molécules. On a la cocaïne. Même temps, on a
je prends entre 250 et 300 dinars. Les gens, parce que les frontières, aujourd'hui, je trouve le problème. On a d'autres molécules opioïdes de synthèse qui sont très puissantes, mais qui sont très toxiques et nocives. Et aujourd'hui, maintenant, aux États-Unis, on ne sait pas quel est le nombre de décès qui sont liés à la cocaïne ou à la cocaïne coupée par d'autres produits. Je vais vous donner à la fin un cas clinique qui est vrai en France, quelqu'un qui a consommé une drogue, mais on a eu du mal à analyser cette drogue-là. C'était de la cocaïne, mais mélangée à d'autres choses. Mais pour commencer, pour parler des opioïdes, l'activité principale des opioïdes, on les utilise pourquoi? Pour leur activité analgésique. Mais il faut comprendre quel est le mécanisme qui va générer la douleur, à partir de la nociception jusqu'au cerveau. Là où on va faire l'intégration, on a plusieurs molécules. Où on va agir? Pour commencer, le premier cas clinique. D'accord, merci Ami. Pour commencer, donc, on va aborder un cas clinique pour faire le tour qui concerne la mécanistique pharmacologique des effets de la dérivée opioïde et aussi des effets désirables. Donc, pour commencer, on a ce monsieur donc, âgé de 45 ans qui a été admis dans le centre d'évaluation et de traitement de la douleur courant juillet des années 2000 en raison de douleurs intenses d'origine cancéreuse et mal calmées par son traitement. L'histoire de la maladie de ce patient aux antécédents de diabète insulinodépendant débute en mars 1997, date à laquelle est diagnostiqué un carcinome épidermoïde de l'œsophage. Pour cette lésion, de mars à juin 1997, il bénéficie d'une chirurgie DCRS suivie d'une radiothérapie puis d'une chimiothérapie. Après un intervalle libre asymptomatique, ce monsieur voit apparaître en octobre 1999 des douleurs intéressant la région latérothoracique droite et un nouveau bilan est alors effectué et permet de mettre en évidence l'existence d'une masse pulmonaire de l'apex droit récidive de la lésion néoplasique. Un nouveau traitement par une radiothérapie et une chimiothérapie est alors entrepris. Et malgré ce traitement, la lésion reste évolutive et le syndrome douloureux persiste et s'amplifie. Le patient se plaint en effet de douleurs thoraciques importantes, décrites à type de déchirure, non permanente et souvent insomniante, de caractère mécanique et facilement exacerbée par l'inspiration profonde ou les efforts de douleur. La première question, de quel type de douleur ce monsieur se plaint-il? Et quels sont les mécanismes générateurs? Dans le cas, on a dit qu'il a une perception de déchirure. Donc la perception de déchirure nous fait face à une sensation de fait d'avoir, c'est l'équivalent d'une paresthésie et des douleurs qui sont soi-disant des brûlures et des douleurs plus ou moins intenses. Donc, pour détailler la nociception, comme vous le voyez ici, on a 4 types de nerfs. On a les nerfs alpha, donc les nerfs alpha, le nerf bêta, le nerf delta et les nerfs C. Donc, vous le voyez que la différence réside dans le degré de myélinisation. Donc, vous voyez ici qu'on a des nerfs totalement démyélinisés, d'où le fait que l'influx nerveux il est beaucoup plus rapide. Et dans les nerfs A-alpha, on a une myélinisation beaucoup plus importante et d'où l'afflux nerveux il est beaucoup plus lent. Assez plus lent, rapide, voilà, plus lent. Pour reprendre, s'il y a une différence entre ces terminaisons, tout réside dans le degré de myélinisation. Là, par exemple, les terminaisons nerveuses A alpha. Donc, ce sont des récepteurs qui vont véhiculer une information au cerveau de type proprioception, c'est-à-dire ils vont donner où on va se situer. Par exemple, si je ferme mes yeux, je peux savoir où sont mes oreilles, par exemple. Il y a d'autres récepteurs, par exemple, les mécanorécepteurs, ils sont de type A-bêta. Les thermorécepteurs, les chimiothérapeutes, il y a plusieurs récepteurs. Pour la douleur, on a un type de récepteur assez particulier. Ce sont les récepteurs, les nocicepteurs. Ils vont faire quoi? À partir de la périphérie, on a des fibres afférentes, on les appelle, parce qu'ils vont aller au cerveau.
ces fibres afférentes vont véhiculer une information, ce sont des fibres nerveuses, c'est un courant ionique plutôt, avec un mouvement saltatoire. S'il est ionisé, par exemple, c'est le A-delta, s'il est non ionisé, il est plutôt lent. C'est pour un autre type de douleur. Regardez, il y a d'autres maladies, que c'est une douleur aiguë ou une douleur chronique. Là, ça diffère. Il y a plusieurs classifications. Mais pour comprendre, on va commencer par le nocicepteur qui est en périphérie. Par exemple, si je pince ma main, le cerveau, il va connaître la localisation et l'intensité. À partir de quoi? Par ces nocicepteurs. Ces récepteurs qui sont hautement spécialisés, ils vont véhiculer cette information. Là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Par exemple, ces nocicepteurs qui sont à la périphérie, ils vont véhiculer, vont traduire une transduction qu'on appelle du message par des signaux, des potentiels d'action. Ensuite, elle va se propager et aller où? Vers la moelle épinière. C'est la partie la plus importante. Mais on va agrandir la moelle épinière. Tout d'abord, il y a un circuit fermé. Lorsque le message arrive à la moelle épinière, il va être véhiculé. Il y a deux parties. La partie ici, à l'intérieur, qui est grise, là il y a le corps cellulaire, et la partie à l'extérieur qui est blanche, c'est-à-dire les fibres, qui sont blanches, qui sont généralement myélinisées. Directement, il va donner le message, il va être véhiculé par voie ascendante vers le cerveau, il va être traduit une intégration au niveau thalamique et cortical ensuite, et ensuite il va redescendre d'une manière d'un circuit fermé pour donner un réflexe. Je vais retirer ma main, par exemple. Une autre partie maintenant du message, là, on va agrandir cette partie-là, le message nociceptif. Il va donner l'information par passage synaptique, par cette synapse-là, par des neuromédiateurs. Ils sont, c'est la substance P. La substance P, il y a du glutamate, c'est GRP, il y a d'autres substances. Mais la substance la plus importante, c'est la substance P. C'est la substance qui va véhiculer l'information que c'est une douleur. Heureusement, l'organisme, il possède ses propres moyens de contrôle de la douleur. Parce que la contrôle ne peut pas durer dans le temps. C'est un mécanisme de survie. Par exemple, si vous remarquez, vous voyez un accident, par exemple, directement, la douleur, c'est un mécanisme de survie. Parce que le contrôle inhibiteur, il va inhiber la libération de la substance P. Il ne va pas sentir la douleur. Et l'adrénaline va accélérer tout le processus, le rythme cardiaque, pour s'enfuir. C'est un mécanisme de survie. Il y a cette interneurone-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Lorsqu'elle est stimulée par le stimuli douloureux, il va libérer la substance P. Celle-là, elle va quoi? Elle va faire quoi? Elle va libérer des substances opioïdes. Ce sont les encéphalines, nos propres endorphines, les endomorphines, les morphiniques endogènes, nos propres, parce que notre organisme, il va fabriquer ces morphiniques. Il va faire quoi? Il va diminuer la libération de la substance P. Donc, si vous utilisez des médicaments morphiniques, ils vont agir sur cette interneurone-là. Ils vont diminuer la libération de la substance P. Donc, soit vous allez jouer sur cette partie-là, sur ce nocicepteur qui est périphérique. Il va être sensibilisé par quel type de substance? Par l'histamine, par exemple, la sérotonine, surtout les prostaglandines. Les prostaglandines, vous savez, ce sont des substances qui vont être générées à partir de l'acide arachidonique et ensuite par la cyclooxygénase. Si vous inhibez la cyclooxygénase, il y a par exemple le paracétamol, les INS, auparavant, on appelait ces médicaments-là des analgésiques périphériques parce qu'ils vont agir en périphérie, au niveau des nocicepteurs. Mais aujourd'hui, on a trouvé que le paracétamol, par exemple, il a un effet central. Il va inhiber, c'est-à-dire la nociception, mais centrale. Il n'y a pas une nociception centrale. Eh bien oui. Qui vais-je? Lorsque le message il arrive en haut, au niveau cortical, au niveau du cerveau, c'est-à-dire, il y a des fibres descendantes de contrôle. Ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser d'autres neuromédiateurs pour stimuler cette interneurone encéphalinérgique.
Ils vont utiliser quoi? La noradrénaline et la sérotonine. Ils vont stimuler cet interneurone qui est inhibiteur en céphalinergie. C'est pour cette raison qu'on peut utiliser des anti-épileptiques, qui vont la prégabaline, et des antidépresseurs tricycliques qui vont augmenter les synapses, la noradrénaline et la sérotonine, pour augmenter le contrôle inhibiteur. Donc on a trois parties. Oui, soit au niveau périphérique, le paracétamol par exemple, on a trouvé qu'il y avait une activité sur cette fibre descendante de contrôle. Il est actif. Le tramadol par exemple, il va agir sur cet interneurone opioïdergique, mais il a aussi un autre effet sur les fibres descendantes de contrôle, noradrénergique et sérotonergique. Ils vont augmenter le contrôle inhibiteur. Mais pour expliquer les douleurs. Donc on a deux types de douleurs. Ils diffèrent. Pour classer maintenant les douleurs, on a deux types de douleurs. Soit douleurs par excès de nociception, c'est-à-dire les nocicepteurs, ils sont stimulés, sinon des douleurs neurogènes ou neuropathiques. Les douleurs par excès de nociception, existence de stimulation excessive des nocicepteurs périphériques qui peuvent être dues à une destruction lésionnelle, par exemple un traumatisme, une brûlure, ou à une inflammation ou une ischémie. Sinon, pour les douleurs maintenant neurogènes ou neuropathiques, la neuropathie du diabétique par exemple, c'est à cause d'un défaut d'inhibition. Elle résulte de l'altération du système inhibiteur d'origine centrale, c'est-à-dire descendant, qui peut être due soit à des lésions du système périphérique, par exemple les amputés, neuropathie périphérique des diabétiques, ou les diabétiques, à la fin, les fibres nerveuses en périphérie, sinon à des lésions du système nerveux central, par exemple accident vasculaire thalamique, parce qu'au niveau du thalamus, là où s'effectue l'intégration du message nociceptif, ou à une compression tumorale. Donc on a deux types de douleurs, soit excès de nociception, soit neuropathie. C'est posé. Il a parlé, le patient qui est cancéreux, il a expliqué que le type de douleur c'était des déchirures. Mais quand le médecin, il pose des bonnes questions. كيفاش تحس فيها الوجع؟ تصدر في الليل وقتاش؟ عندهم beaucoup de questions. Parce que c'est une science. C'est une douleur plutôt neurogène ou par excès de nociception ou mixte, ou les deux à la fois. Ça rattrape les deux à la fois. Surtout chez les sujets âgés. Par exemple, ils sont polymédiqués, ils ont des douleurs au dos, du rhumatisme, en plus d'autres maladies. Comment on va traiter la douleur? Comment on les soulage? Mécanique qui est majorée lors de la mobilisation, l'aspiration et la peau. Le mécanisme, c'est une hyperactivité des fibres de petit calibre, et C, par rapport à la production locale de substances algogènes. Donc on peut utiliser des médicaments de calibre inférieur, par exemple le paracétamol, etc. Il est dû généralement, normalement, il est dû à la progression tumorale. Maintenant la deuxième question, quels sont les grands principes du traitement des douleurs cancéreuses liées à un excès de stimulation nociceptive? Comment on va quantifier cette douleur-là? Quels médicaments on va utiliser au mieux? Mais généralement, on utilise des médicaments avec le moins d'effets indésirables. Ce médicament, je le trouve, c'est le paracétamol, par excellence. Alors, les AINS, on le banalise, il a plusieurs problèmes. Mais quels sont maintenant les paliers? Pour les paliers, on a trois paliers, et comme vous le savez tous, selon l'OMS, on a les paliers. Donc, 1, ce sont les opiacés, tels que le paracétamol, l'aspirine et le néphropam. Pour les paliers 2, on a les opiacés faibles, tels que le tramadol et la codéine. Pour le palier 3, on a les opiacés forts, le gelbépine et la morphine, on a la phéntanine, qui peuvent être associés à des co-analgésiques tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les myorelaxants et les antispasmodiques. Et vous saviez, dans les molécules disponibles, on a la morphine sous forme de sulfate au chlorhydrate et phéntanine, le ramiféntanil, le céphéntanil et l'alphéntanil, ce sont des molécules utilisées en anesthésie. Sur la psychomotrice, sur la myélorelaxation, on a une action sur l'accommodation, pour le myosis, sur la sécrétion d'hormones et sur la régulation thermale thermique du corps. Donc, pour la mécanistique pharmacologique des opioïdes, on a les récepteurs
sur lesquels les opioïdes vont agir. On a trois types de récepteurs, le récepteur mu, le récepteur delta et les récepteurs kappa qui sont des récepteurs couplés à la protéine G. Et comme Amine a cité, le système endogène ou morphinique endogène, donc régi par les encéphalines, et la morphine, en fait, elle a la même structure que les encéphalines endogènes, et la morphine va agir sur les mêmes récepteurs que l'encéphaline y agit. On enchaîne avec notre cas clinique. Donc, ce monsieur bénéficie en outre d'un traitement par efferalgan-codéiné à dose maximale qui ne permet pas le soulagement suffisant du syndrome douloureux. Donc, ceci justifie donc un traitement par une substance du palier supérieur. Donc, qui peut me dire c'est quoi cette substance? Donc, on a passé l'efferalgan-codéiné. Effectivement, c'est la codéine. En fait, la codéine, c'est une prodrogue qui va se transformer en morphine. Donc la codéine en elle-même, elle n'a pas un effet analgésique. Donc la codéine, elle va se transformer sous l'action du cytochrome P450 de D6 qui va le transformer en morphine. Et d'où le problème chez des patients qu'on appelle des patients métaboliseurs faibles de la codéine, d'où on observe une certaine résistance des douleurs à la codéine. Au contraire, des patients qui ont une activité du cytochrome 2D6 importante, de l'ordre de 90%, voire à 95%. Ces patients, on les appelle des métaboliseurs donc, forts, donc ils vont transformer pratiquement la totalité de la codéine en morphine, d'où on observe un effet analgésique meilleur que les métaboliseurs faibles. Donc la question 3, quelle est la conduite thérapeutique qui sera proposée par le prescripteur? Alors, on va instaurer un palier 3. Donc, devant la persistance des douleurs, malgré l'association du palier 2, donc, on va passer au palier 3, qui est un RICO d'emblée dans les douleurs sévères cancéreuses. Tel est notre cas. Donc, il faut toujours privilégier la forme orale, si possible. Et on a le sulfate de morphine, ou l'oxycodone. Donc, cette molécule n'existe pas en Tunisie, mais on peut avoir des patients qui prennent cette molécule à l'étranger. On doit introduire un traitement de fond sous forme libération prolongée pour avoir l'effet analgésique qui dure dans le temps. On a Skenon 30 mg qui est donné matin et soir, puisque l'effet dure 12 heures. On peut ajouter des interdoses sous forme de libération immédiate en cas d'exacerbation douloureuse. Et on a l'actiskénon, 10 mg toutes les 4, on peut passer à 6 comprimés par jour. Et on doit prévenir les effets indésirables des opioïdes tels que la constipation et le vomissement. Donc la mise sous antalgique de palier 3 a donc été initiée et le patient reste globalement bien soulagé pendant plusieurs mois avec un traitement associant alors le Skenon à raison de 180 mg matin et soir avec possibilité d'actiskénon 40 mg en interdose ou en dose de secours. Depuis quelques semaines, le patient décrit la survenue de douleurs mal contrôlées par les doses de secours d'actiskénon. Celles-ci apparaissent en moins de 3 minutes et durent fréquemment moins de 30 minutes, rendant la dose de secours telle que prescrite inopérante. Donc la question, comment appelle-t-on ces accès douloureux et quelles modifications thérapeutiques on peut proposer? En effet, ces douleurs sont appelées des douleurs paroxystiques et on définit ces douleurs par des douleurs qui surviennent sans lien ni avec la dose ni avec le rythme d'administration du traitement de fond. Et ce paroxysme, il est atteint en moins de 3 minutes et dure de plus de 30 minutes dans plus de 50% des cas. Dans ce cas, on peut utiliser la voie transmuqueuse avec le fentanyl à action rapide et pour des patients sous traitement de fond antalgique d'au moins 60 mg de sulfate de morphine, ce schéma peut
donc réduire ces douleurs paroxystiques. Également, la plupart de ces nouvelles options sont à base de fentanyl en raison de la nature hautement lipophile, d'où on a une action rapide et action analgésie importante qui permet l'absorption transmuqueuse. Ceci peut être par voie sublinguale, buccale ou intranasale. Et les produits du fentanyl à action rapide sont communément appelés opioïdes à soulagement rapide. Aux États-Unis, on les désigne souvent sous le nom de médicaments au fentanyl à libération transmuqueuse immédiate. Alors, notre cas, devant une altération progressive de l'état général du patient, un nouveau bilan par résonance magnétique nucléaire réalisé en mars 2013 confirme une évolutivité lésionnelle et mis en évidence une infiltration tissulaire apicale droite présentant un contact important avec les branches primaires du plexus brachial et avec l'artère sous-clavière. On note également une ossiolyse de l'arc postérieur des deux premières côtes et de l'apophyse transverse de ces sept droites. Une réunion pluridisciplinaire associant la clinique chirurgicale et le service de neurochirurgie aboutit à opter pour une attitude abstentionniste devant cette lésion non résecable. Donc le patient ne va recevoir rien. Au fur et à mesure des semaines, ce monsieur se plaint de plus en plus de violentes douleurs mal calmées par les opioïdes forts à dose rapidement croissante. Celle-ci justifie son admission dans le centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Préférentiellement, le membre supérieur droit est plutôt comparé à des brûlures et des serrements intenses. À un moindre degré, il décrit des douleurs latéraux-thoraciques droites ayant les mêmes caractères sensorido-discriminatifs. Sur ce fond douloureux permanent et particulièrement au niveau du membre supérieur, ils surviennent de manière inopinée des accès hyperalgiques à type de décharge électrique intéressant volontiers le territoire cubital. L'ensemble de cette symptomatologie non insomniante évolue dans un contexte d'engourdissement. L'examen clinique retrouve notamment chez ce patient anxieux une hypothèse tactile de l'ensemble du membre supérieur droit mal systématisée mais apparemment plus marquée dans le territoire cubital de ce membre. L'étude des réflexes met en évidence une diminution des réflexes tricipital et cubito-pronateurs par rapport au côté opposé. Mais pour résumer maintenant, il a décrit plusieurs types de douleurs. Là, par exemple, ça atteint le membre supérieur du bras, c'est-à-dire la main, c'est-à-dire le bras. Préférence de type brûlure et de serrement, brûlure. Par exemple, pincement ou brûlure. Qu'est-ce que c'est? Brûlure, par exemple, comme un exemple. Est-ce que vous connaissez l'histoire du feu de Saint-Antoine? Le feu de Saint-Antoine. L'arme de Sidi Antoine. Il y avait un village, ça s'appelait Sigli. Il y avait des avortements, des nécroses au niveau des mains. Ils vont finir par perdre leurs mains à cause de la couche. Le feu de Saint-Antoine. Ils sentaient une brûlure. Et donc, cette brûlure-là, elle est due à quoi? Parce que il y avait une boulangerie qui fabriquait le pain, la seule boulangerie du village. Ce boulanger, il mettait ses céréales, lui, la seigle, l'ergot de seigle. Et ça a été contaminé par l'ergot de seigle. L'ergotamine, c'est un vasodilateur, vasoconstricteur puissant dans les avortements, c'est mieux le feu de Saint-Antoine, c'était une brûlure, ils sont brûlures. Ils sont fait une brûlure, c'est une vasoconstriction. Mais des serrements intenses, sinon, d'autres types de douleurs, par exemple des accès hyperalgiques, de perte de type décharge électrique. Décharge électrique, là on parle de système. C'est clair. Et en plus, intéressant volontiers le territoire cubital. L'ensemble de ces personnes, ils sont non insomniantes dans un contexte d'engourdissement. Oh, le paralysie, donc système nerveux. Là, on pense qui décrit une douleur neuropathique.
L'examen clinique ensuite retrouve notamment chez ce patient qui était anxieux une hypoesthésie tactile au niveau digital. Donc là c'est clair, c'est nerveux. Et en plus quoi d'autre? L'étude des réflexes. Diminution des réflexes précipitales. Précipital, c'est-à-dire qu'il y a un problème des réflexes. Et cubito-prolateur, c'est-à-dire cette partie-là. Il y a une diminution des réflexes. Hypoesthésie. Donc tout ça, il parle de quoi? De l'autre type de douleur. Là, on a un problème avec quoi? Avec le système nerveux. Exactement. Donc, quel type de douleur, monsieur se plaint-il? Ce sont des douleurs neuropathiques. Il a tout décrit. Des douleurs sur un fond douloureux permanent. Des brûlures, des compressions, du paroxysme, des décharges électriques, un engourdissement, une hypoesthésie, un déficit moteur, sachant que il est déjà diabétique. Il prenait de la chimio, donc, neuropathies qui sont liées à une atteinte lésionnelle ou fonctionnelle du système nerveux, soit périphérique, soit central. Il va plutôt court-circuiter le circuit adrénalineux. Les causes possibles maintenant, soit une compression, soit un envahissement tumoral du plexus brachial, soit c'est dû au traitement de la chirurgie, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, ou soit par dû à son diabète, exactement. Pour terminer maintenant, voici le bilan, voici notre ordonnance. Il est mis sous insulinothérapie, europiol, anafranite, un seul comprimé par jour, skélan, neurontin, efferalgan-codéiné, dufalal, mopral, primpéran. Pour donner maintenant la famille de ces médicaments-là, rapidement, l'insulinothérapie, c'est clair, c'est pour son diabète. L'eurobiol, c'est une poudre de pancréas d'origine porcine. C'est pour traiter l'insuffisance pancréatique. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, l'anafranite, qui est le clomipramine, l'anafranite, c'est un antidépresseur. C'est une molécule psychoactive de la famille des antidépresseurs glycémiques. À votre avis, il est utilisé pour quelle raison? Pour traiter la douleur neuropathique. Le skélan, pour l'autre type de douleur. Le neurontin, c'est un... Exactement. Ou à la base, le neurontin, c'est la gabapentine. Il est utilisé comme antiépileptique à la base, mais on l'a utilisé comme analgésique et éco-analgésique. C'est pour cette raison qu'on utilise soit antidépresseurs cycliques, soit des antiépileptiques. Le dufalac, pour la constipation, c'est systématique avec les morphines, le mopral et le primpéran. Maintenant, il y a un problème avec cette ordonnance. Quelles sont les remarques? Je vais revenir ici. Ils ont donné le skélan, mais ils ont gardé aussi l'efferalgan-codéiné. Là, c'est bizarre. Le traitement antalgique, là, ils ont utilisé le premier problème, c'est 3 fois par jour. Le skélan et le moscantin, c'est 2 fois seulement par jour. Parce que sa forme LP, elle va traiter la douleur pendant 12 heures. Là, 3 heures, c'est trop. Ça me prend 3 doses par jour. Ça n'existe pas. Il faut donner 2 fois seulement par jour. Et en plus, ils ont associé les 2 paliers, la codéine et la morphine. 2 et 3, qui n'a pas d'intérêt, qui peut être même dangereux. Sinon, pour les douleurs maintenant neuropathiques, ils ont utilisé le neurontin qui est un antiépileptique actif et l'anafranil qui est un antidépresseur aussi qui va donner des effets. Quelles suggestions thérapeutiques apporteriez-vous? Il faut changer le traitement antidépresseur et antiépileptique à visée hyperagression, c'est-à-dire pour les douleurs neuropathiques. Soit on va changer l'anafranil par le laroxyl, qui est plus efficace, sinon le neurontin qui va augmenter les doses ou switcher vers le Lyrica. Comme vous le savez bien, le Lyrica, il a beaucoup de succès chez nos voisins algériens. Donc, pour la douleur, c'est pour autre chose. Donc, c'est un antiépileptique, mais il est utilisé pour les douleurs. Il va augmenter la concentration des neuromédiateurs mais, donc, on va préconiser un sévrage morphinique en milieu hospitalier et la psychothérapie. Maintenant, le deuxième cas clinique, il est très rapide. Et vous allez me donner la réponse. C'est très rapide.
Monsieur T, qui est âgé de 56 ans, qui est sans antécédent, il présente une gêne urinaire avec une dysurie depuis 7 mois. Il consulte son urologue, donc le diagnostic est posé, il a une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc c'est un patient qui a une hypertrophie de la prostate. Il y a eu une vessie qui se vide par rengorgement diverticulaire, vessie bleue, c'est-à-dire il pousse pour uriner. Son médecin le met sous traitement alpha-bloquant, alfusocine. À l'examen maintenant, il présente une hernie inguino-scrotale, c'est-à-dire dans cette partie-là, non compliquée due aux efforts de poussée. Il s'améliore sous traitement. Mais prostatique ou un douche pour uriner. Quelques semaines plus tard, M. T présente des douleurs au dos, qui ont été soulagées par automédication, par l'ibuprofène 400 mg 2 fois par jour. Il a pris tout seul des INS, l'ibuprofène, pour soulager son dos. M. T a été ensuite opéré pour hernie discale. Bon, la douleur du dos, c'était à cause de l'hernie discale. Mis dans les suites post-opératoires sous Clipal 600, 2 fois par jour. Il a pris du Clipal ensuite. Après une semaine, M. T présente une forte constipation qui l'oblige à pousser à la selle. Les douleurs de l'aine s'intensifient avec une boule douloureuse, c'est-à-dire le house. Il consulte aux urgences. Diagnostic, c'est une hernie embouée libérée par manœuvre, à cause des poussées qu'il fait. Le patient, exactement, il y a une forte constipation. Il faut noter. Mais moi, je peux aller sur. Le patient paraissait pâle, avec asthénie, une asthénie importante qui était assise, et avec des nausées. Donc, en urgence, on lui a donné du Zofren, l'ondansetron, et du Forlax pour la constipation. À votre avis, et le médecin, il va décider de quoi? Il va faire une échographie pour voir qu'est-ce qu'il a à l'intérieur et un bilan. C'est ce qu'il a demandé. Voici le résultat maintenant. La créatinine, elle était très élevée, 450, et l'iono, on a une hypercalémie. L'écho abdominal montre des reins en hydronéphrose, avec un globe vésical. Donc, ce tableau clinique, il est en faveur de quel type de pathologie? Donc, pour résumer, c'est un patient prostatique. Rénal, oui, mais pas insuffisance. La vessie, elle est pleine. C'est une rétention urinaire aiguë. Exactement, c'est une rétention urinaire aiguë. Elle est due à quoi? L'insuffisance rénale de Allez, pourquoi j'ai mis l'INS, l'ibuprofène? On banalise l'utilisation des INS. Mais leurs problèmes, ils peuvent provoquer des insuffisances rénales fonctionnelles. Associé à du glyphate, à l'eau, qui peut provoquer aussi des rétentions urinaires aiguës chez les prostatiques. C'est assez rare, mais c'est assez fréquent chez les prostatiques. Là, c'est un problème. Donc, ce tableau clinique, c'est quoi? C'est une rétention urinaire aiguë. Par quel mécanisme? C'est simple, les INS vont faire quoi? Ils vont inhiber l'action des prostaglandines, la synthèse des prostaglandines. Mais on a besoin des prostaglandines physiologiques qui vont protéger l'estomac avec la synthèse du glucose par l'hyperacidité, mais aussi pour la filtration glomérulaire. On a besoin d'une pression au niveau des reins pour filtrer. Maintenant, lorsque vous inhibez les cyclooxygénases qui ne vont pas fabriquer ces prostaglandines, ces prostaglandines qui sont vasoconstricteurs, ils vont provoquer quoi? Une dilatation de l'artère rénale, une vasodilatation pré-glomérulaire. Avant, et ça va provoquer une insuffisance de la pression artérielle et une insuffisance fonctionnelle. Associée maintenant aux opioïdes qui vont augmenter le tonus et l'amplitude des contractions de l'urtère, ça peut être à l'origine d'un globe vésical. On a une vessie pleine. Et ensuite, pour le mécanisme maintenant de la constipation, car les opioïdes vont diminuer le péristaltisme avec une augmentation du tonus et des contractions réalisant au maximum un spasme périodique. Mais aussi, cet effet-là sur la musculature, il va être aggravé par les cétrons. Il n'aurait pas dû donner des cétrons, plutôt du primpéran. Là, j'ai mis les cétrons. Ils ont beaucoup de problèmes, les cétrons. Ce n'est pas des médicaments à donner n'importe comment. Généralement, les nausées et les vomissements, ils sont toujours là avec le début du traitement.
traitement antalgique par les opioïdes. La conduite à tenir dans, il faut arrêter les AINS, donner plutôt du perfalgan, les cétrons et le clipal. On va donner d'autres molécules, par exemple le primpéron, comme le cétron. Un sondage vésical et opéré plus tard. Le deuxième cas clinique, maintenant, rapidement aussi. Monsieur BM, 65 ans, c'est un grand tabagique avec 50 paquets années. Il a une BPCO qui a été suivie depuis 5 ans. Suite à une altération de l'état général, c'est un cancer, donc avec essoufflement, on a découvert une tumeur pulmonaire. Il a été opéré par lobectomie, on a enlevé un lobe pulmonaire. Le patient, il est très algique. On l'a mis sous traitement antalgique, en post-opératoire, en attendant un complément de par radiothérapie. On l'a mis sous morphine 100 mg 2 fois par jour. Après 5 jours maintenant. Donc ça, pour résumer, il a une BPCO. Donc l'état pulmonaire ou un grand tabagique, PRBS. On a fait une lobectomie. La surface pulmonaire, on a diminué. Mais on a mis sous morphine maintenant. 100 mg 3 fois par jour. Le malade arrive après 5 jours aux urgences avec agitation, hallucination, sueur, cyanose et tirage. Tirage, c'est-à-dire, il provoque sa respiration. Je me dois. La gazométrie maintenant, on a une hypoxémie sévère, une acidose et une hypercapnie manifeste. CO2. À votre avis, les symptômes Dépression respiratoire. dépression respiratoire. Donc, cette hallucination, est-ce qu'elle est due à la morphine? Exactement. L'hallucination, elle n'est pas due à l'effet morphinique, mais au CO2. Elle est mise au choix une encéphalopathie respiratoire. Une encéphalopathie, elle dit respiratoire. Par quel mécanisme? On a une dépression respiratoire induite par la morphine sur un terrain d'insuffisance respiratoire chronique et lobectomie. Les BPCO, lobectomie, vous êtes une dépression respiratoire due à une forte dose de morphine. Pour expliquer maintenant ce mécanisme, on a la dépression respiratoire, c'est un mécanisme central. Allez, parce que la sensibilité des centres respiratoires au CO2, elle va diminuer sous l'action des morphines. Allez, par exemple, il y a boost d'oxygène pour ceux des plongeurs. Elle n'est pas à 100% pleine d'oxygène. Dis-moi, tu vas aller 5% de CO2. Allez, parce que les récepteurs, ils sont plus sensibles au CO2. Alors, les CO2, ils sont plus sensibles. Le rythme respiratoire. L'oxygène, l'axe. L'oxygène, l'axe, il ralent. Donc, c'est une dépression, elle est centrale. Donc, la conduite à tenir, c'est une oxygénothérapie sous surveillance par palier. Une oxygénation à forte dose, allez, œdème au niveau du cerveau, et une intubation et un sévrage morphinique. Un sévrage morphinique au milieu hospitalier. Maintenant, le dernier cas clinique. D'ailleurs, on va expliquer plutôt la toxicomanie, les risques de la toxicomanie. Un homme de 41 ans, c'est un cas clinique vrai. En France, c'est un salarié dans une petite ville, il est non toxicomane. Dans une soirée festive, il a eu une proposition de cocaïne. Il la sniffe. En Tunisie, on a de la cocaïne. On en a. Le tableau clinique a un coma, une hypoventilation et un myosis. La réanimation a été longue, il est guéri. Maintenant, on a fait des tests au niveau des laboratoires. Il a pris de la cocaïne. Et bizarrement, on a vu. Exactement. Enfin, c'est quand même myosis, hybriase, je fais de cocaïne. Moi, je fais myosis. Coma, hypoventilation, c'est une dépression. La cocaïne, c'est hyperstimulation. L'axe. De l'abus successif, absence d'opiacés. On a trouvé de la cocaïne. On a un noyau tropane. Dans le sang, les urines. Le clinicien, c'est sûrement un morphinomimétique. Donc ils ont demandé un autre avis. Un troisième laboratoire, le toxicologue, il a commandé d'autres substances de référence pour pouvoir comparer les pics chromatographies. Il a commandé diverses substances problématiques aux USA, parce que les drogues, normalement, les génies de l'Europe, les États-Unis, Mexique, pour sa bibliothèque de substances de référence, le résultat c'est la carfentanine. Est-ce que vous connaissez cette substance?
la première partie. Fentanyl. À partir du fentanyl, on a synthétisé l'ultivamifentanil, alfentanil, sulfentanil. Mais je dis carfentanil, c'est une drogue de synthèse pour les toxicomanes. C'est toute la dangerosité. Allez, je vous parle, on n'est pas à l'abri aujourd'hui. Les frontières, des cas avec des intoxications. Les laboratoires d'analyse, ils ne sont même pas au courant de ces molécules. On n'a pas les standards pour pouvoir comparer ou analyser. Bon, on passe, ces fentanyl, ces médicaments, ces molécules plutôt, on les appelle les fentanyloïdes. Ce sont des dérivés de la fentanyl. Ils sont plus puissants que la fentanyl. Par exemple, ils sont plus puissants de 100 à 10 000 fois. Ce sont des agonistes complets. Ils sont en effet sélectifs, ils sont antagonisables par le naloxone. Et à l'arqal, alhamdoulilah, avec le naloxone, mais avec une très grande quantité. Je vais vous parler maintenant, par exemple, l'effet. Il faut savoir que l'effet du fentanyl, il est 100 fois plus important que la morphine. La morphine est la molécule la plus puissante. La fentanyl, 100 fois plus. Il va donner une analgésie en cours ou en décours d'analgésie. La fentanyl, elle est plutôt utilisée en anesthésiologie. Maintenant, on va s'intéresser plutôt au carfentanyl. Le carfentanyl, c'est un anesthésique utilisé pour anesthésier des rhinocéros. C'est un opioïde ultra puissant. C'est un médicament vétérinaire. Il a fait des dizaines de morts. Il faut savoir quoi? Le carfentanyl, il est 10 000 fois plus puissant que la morphine. 10 000 fois. Imaginez la force de cette molécule. 2 mg de carfentanyl sont utilisés pour incapaciter un rhinocéros. Il faut savoir, un seul milligramme de cette molécule-là, elle est létale pour l'homme. Donc notre ami qui a sniffé la cocaïne, ils ont mélangé la cocaïne par le carfentanyl. Allez, parce que les dealers, quand ils vendent la drogue, ils pensent de la qualité, ils pensent de l'effet. Ils tirent les KO. Hey, c'est une image de marque. Mais aux USA, l'augmentation maintenant des décès des opioïdes de 2010 à 2015. Avant, par exemple, le méthadone qui était le médicament star des toxicomanes, il a diminué de 9%. Et regardez, l'héroïne a augmenté 20% et le fentanyl, c'est notre médicament, il a augmenté de 72%. Et la mortalité aujourd'hui, elle augmente par le fentanyl. C'est bizarre. Elle est due à quoi? Eh bien, les causes de l'augmentation aux États-Unis, la réglementation des États-Unis, les causes de l'augmentation des décès associés au fentanyl avant 2016, ce sont des laboratoires clandestins de fentanyl en Mexique, en Inde, en Chine. L'augmentation aussi de prescription de fentanyl. Ils prescrivent du fentanyl. Le fentanyl en Tunisie, on a deux types, soit patch, soit en injectable pour l'anesthésie seulement. Mais ils utilisent le fentanyl sous d'autres formes, comme le Subsys, qui est prescrit hors AMM, hors concert, aux États-Unis. On a même accusé le patron d'Insys. C'est un article dans Le Monde de 2017. La crise des opiacés secoue les États-Unis. Le patron d'Insys est accusé d'avoir corrompu les médecins pour vente de Subsys, du fentanyl. Aujourd'hui, on prescrit du fentanyl pour un mal de dos aux États-Unis. Il y a un documentaire, l'effet papillon, le nombre de décès. C'est une catastrophe aux États-Unis. Aujourd'hui, la campagne présidentielle de Donald Trump, c'est la guerre contre les opioïdes. Il a déclaré la guerre. Des prescriptions médicales aujourd'hui. Regardez maintenant l'évolution des morts par overdose. Les opiacés ici et le fentanyl, ça augmente. L'estimation de 2016 des morts par fentanyl, c'est 20 000 morts. Regardez aujourd'hui, l'héroïne, c'est 15 000. Ça a dépassé l'héroïne. Dû à la prescription du fentanyl. Avant, on voyait des SDF qui étaient toxicomanes. Aujourd'hui, non. Ce sont des gens qui travaillent, des professeurs. La femme morte a fait l'exemple, une professeure d'université toxicomane à cause de l'utilisation du fentanyl. Elle a commencé comme médicament et ensuite elle est devenue accro à ce médicament-là.
Donc on comprend bien. Allez, en Tunisie, la législation elle est très sévère, elle est très stricte. Vous savez, les pharmaciens, vous avez peur hein, de délivrer le tableau B, il faut qu'aller. La législation, elle est dure. Qui m'a trouvé? Où le problème là? Ça a dépassé tous les toxiques, toutes les drogues. Et aujourd'hui, on coupe les drogues par le carfentanyl, par exemple. Je ne comprends pas les drogues aux États-Unis, par exemple, on ne peut pas valoriser le nombre de morts dus à l'héroïne ou dus au fentanyloïde. Par exemple, mélanger au carfentanyl, on peut mettre le cocaïne, par exemple, les carfentanyl. Il y en a d'autres, comme juste l'exemple du carfentanyl. Il y en a beaucoup d'autres molécules aujourd'hui. C'est pas nous qui fabriquons l'OL. Ça vient partout dans le monde. Voici maintenant la dose létale. L'héroïne, la plus puissante. Voici le fentanyl, la dose létale. Pour le carfentanyl, c'est ce cristal-là qui est létal chez l'homme. Les raisons maintenant de ce fléau, c'est une synthèse aisée pour fabriquer des molécules opioïdes fentanyl. C'est une synthèse très simple. Dans des kitchen labs, ce sont des laboratoires cuisine, un petit laboratoire avec quelques équipements, ils peuvent en fabriquer. Ça vient d'où? De la Chine plutôt, Mexique, mais aussi possiblement proche dans l'Europe de l'Est. Donc, c'est l'époque aujourd'hui de la fin des plantes, pas d'aléas de production, la politique, l'autre qui m'a donc les plantes qui montent, peu d'aléas de transport d'un web, prix de revient, l'1 gramme de héroïne c'est 65 $, alors que 1 gramme de fentanyl c'est 3 $ seulement. Donc on a une très grande marge. 1 gramme de fentanyloïde, par exemple, le carfentanyl, on peut en faire plus de 1000 doses. Si vous voulez aussi synthétiser, vous avez le lien aussi. Tout se trouve dans Internet aujourd'hui. Ah, c'est très facile. Donc, les jeunes, les drogues, avec Internet, tout paraît simple. Producteur clandestin de ces substances récréatives, c'est une production aisée, un coût faible de production, un transport aisé, avec quelques grammes dans une enveloppe, et on peut l'envoyer par poste, par Amazon. Sinon, absence de classement ONU, parce que chaque année, on va faire une mise à jour. On va fabriquer d'autres molécules toxiques, on va faire une mise à jour. Donc, cette molécule-là, elle est classée comme toxique. Puissance d'effet, mais surtout, il ne faut pas tuer trop rapidement la clientèle. La kétamine, maintenant, pour terminer, allez, j'ai mis la kétamine. La kétamine, ce n'est pas un opioïde, c'est un médicament autre qui va agir sur les récepteurs NMDA. C'est autre chose. Mais il va bientôt être inscrit dans le tableau B. C'est un analgésique non encore officiel. Il est utilisé pour des fins thérapeutiques. Même la posologie, elle diffère d'un médecin à l'autre. Pourquoi on va l'inscrire bientôt utilisé dans le tableau B? À cause de l'augmentation de sa consommation. Elle dit normalement elle est illicite. Les jeunes, les lycées, la kétamine, c'est pas un usage vétérinaire. Exactement, il y a un usage vétérinaire. Bon, les hôpitaux, nous sommes là. Bon, mais les anesthésistes, sauf la consommation de 2001 à 2016. من 167 000 ولا 3 millions. سبحان الله الكل تحبوها معناها. فما un usage détourné. Donc avec là on va l'inscrire dans le tableau B. Non. Ah vous êtes? Non, mais c'est pas le chiffre tunisien. ليه France. Chiffre d'apose صعب. On n'a pas de chiffre. On n'a pas de chiffre. Donc l'usage ORAMM de la kétamine en France, c'est dû à la banalisation de son utilisation, le niveau d'épreuve d'efficacité thérapeutique qui est faible, la variabilité de protocole d'utilisation. On a une multitude de protocoles qui est propre à chaque médecin et à chaque centre hospitalier. On a le mésusage, c'est une porte d'entrée d'éventuelles addictions. Pour terminer, vous le savez bien, cette liste est les tableaux B, les stupéfiants, c'est une réglementation stricte. Allez, le risque de la toxicomanie et l'usage des opioïdes. C'est à cause de cette législation qui est très sévère. On est à l'abri. Mais l'usage détourné par fentanyl, ça, les médecins, il y a un fentanyl. Donc,
tout cela fait en sorte de diminuer la consommation. Si Mahdi, là je vais dire pourquoi c'est نلوموا على les médecins, مش les médecins, على les pharmaciens officinaux. ما يحبوش يعطيو الدواء بس لا احنا نعطيو بون حتى احنا نعطيه وما الميدسان مش مكلفين. حتى احنا نعطيه دون لا ليجيسلاسيون نعطيه اكزاكتومون ما يخافوا فما دي باسيون يرجعوا صحيح بس يقولوا راهم ما حابوش نفهموا عليه خاطر لا ليجيسلاسيون اللي بالحق اللي دور معناها ولو ريسك نتاعو تبيع فيها اما ما نعرفش كيفاش نلقاو مع انتيليجونس دونتور ما باش نجمو نكلموا بعضنا الميدسان ولا صي لو ريسك اللي قلت عليه موجود على الاخر وزاد لو باسيون هنا الجي ما مشكل سي بون Est-ce qu'on a des questions? Place aux questions. Ouais. L'utilisation de la classification dans les paliers des antidouleurs et leur possibilité d'intégration. On sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs pays qui vont donner des AMM aux médicaments la place dans les paliers des antidouleurs et les risques qu'on pourrait avoir d'addiction, surdosage. Les cannabinoïdes, ils ont pris l'axe des maladies neurodégénératives. Mais le problème du cannabis, le mécanisme d'action, il n'est pas bien clair. Le cannabis. Le cannabis. Ceux qui fument le cannabis, par exemple, l'un des premiers effets, ils vont planer, l'euphorie, mais un autre effet, par exemple, il oublie. L'oubli. Donc, peut-être les récepteurs cannabinoïdes, mais c'est même CB1, les récepteurs CB1. Si on va jouer sur ces récepteurs, on peut synthétiser des médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Si ils vont stimuler, si donc on va antagoniser ces récepteurs-là, sachant que il y a plus d'une vingtaine de cannabinoïdes, de molécules cannabinoïdes fimophra. Notre cerveau, il fabrique du cannabis, endogène, il met des endomorphines. Mais le problème. Quel est le problème du cannabis? Imaginons que si un enfant de 5 ans, 6 ans, je prends qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous allez être je crois que je veux devenir cosmonaute ou astronaute. Qui a 35 ans, je veux devenir astronaute. Allez, parce que la maturité, il y a une maturité du cerveau. Qui fait le passage de la maturité? C'est le monde imaginaire et le monde réel. Il y a un chantisme ici. Il est dû à une communication de type cannabinoïde du cerveau. Avec ceux qui consomment, vous m'avez une étude à Amsterdam, elle est légalisée. Ceux qui ont consommé le cannabis avant 18 ans, le nombre de schizophrènes explose. Il est irréversible. Il est stimulé بالcannabis اللي هو قاعد يكيف فيه اللي هو اكزوجين. هذيك اللي نخوف فيه c'est la schizophrénie اللي يخافوا منها. Pour le mécanisme d'action, c'est-à-dire que ما نعرفش jamais. Mais حتى شو نعرف يستعملوه pour les maladies neurodégénératives. عطى de bons résultats. أما ما نعرفش بالضبط. des peut convulsions, peut-être un relais de réponse pour appuyer un petit peu ce qu'a dit Mohamed Ami. Il faut savoir que les cannabinoïdes sont différents. Lorsque la plante, le cannabis sativa, il contient plusieurs composés chimiques. Le composé qui a des propriétés récréatives, c'est le delta-9 tétrahydrocannabinol. C'est une molécule qui est vraiment euphorisante et qui a qui donne les résultats escomptés par les gens qui fument. Alors que le produit qui a un potentiel antalgique, c'est le cannabidiol. C'est pas la même molécule. Comme l'a dit Mohamed Ami, il a dit une vingtaine, peut-être beaucoup plus de dérivés à des concentrations qui sont différentes. Donc actuellement, je parle sous le contrôle de Sidi Mohamed, les gens qui préparent et qui font des croisements génétiques pour avoir
des productions à des utilisations thérapeutiques, ils cherchent plutôt à augmenter la concentration du cannabidiol et à diminuer au maximum le delta 9 THC. Donc c'est ça ce qui est très intéressant. Comment le cannabidiol donne son effet et les différentes propriétés? Parce que si, et je me rappelle lorsqu'il y avait le forum le mois de février cette année, il y avait parmi les conférenciers l'un des plus grands experts dans le monde du cannabis, à Hammamet, avec Sikhal bin Safta aussi, Hamrouni, ils ont ramené l'un des plus grands experts. Il a un bouquin, et beaucoup de bouquins, et c'était l'une des personnes qui sont derrière les textes réglementaires et la légalisation de l'utilisation du cannabis au Canada. Il a siégé au niveau du Sénat avec le Parlement canadien et il a démontré que ce cannabidiol a des effets très intéressants sur la douleur via une neurotransmission qui s'appelle la neurotransmission cannabidouergique. Les récepteurs du cannabis sont bien là, les récepteurs des opioïdes sont bien là. C'est pas parce que le bon Dieu travaille avec la mafia qu'il a créé les récepteurs opioïdes dans notre cerveau, parce qu'il y a des encéphalines endogènes, comme l'a expliqué très bien Mohamed Amin, et ces dérivés endogènes, est-ce que la douleur qu'on perçoit, elle est moindre que la vraie douleur. C'est les antalgiques morphiniques naturels. Et on a aussi des dérivés cannabinoïdes naturels. C'est pour ça qu'on a détecté le récepteur CB1 et CB2 et CB3. C'est cette nouvelle neurotransmission qui est découverte. Eh bien, vous avez vu un petit peu les mécanismes de la douleur, le mécanisme central et périphérique de la douleur. Eh bien, on a découvert qu'il y a des interneurones qui jouent le même rôle, ou presque, que les interneurones encéphalinergiques. Donc c'est des produits qui vont diminuer un petit peu la sensation douloureuse et vont accentuer l'effet des morphines endogènes. Plusieurs autres pistes sont en cours d'exploitation, comme l'a dit Mohamed Amin, l'épilepsie, les maladies neurogénératives, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Dans toutes ces pathologies, on a découvert que ces dérivés de cannabinoïdes peuvent donner un effet. Déjà, il y a beaucoup de médicaments commercialisés à travers le monde qui contiennent les dérivés cannabinoïdergiques, surtout le cannabidiol, comme je l'ai dit. Donc il faut vraiment faire très attention entre cette histoire de THC et de cannabidiol. Le CBZ est un produit qui ne contient pas, qui n'a pas des propriétés récréatives. Il a des propriétés antalgiques, il a des propriétés qui peuvent être découvertes dans l'avenir, alors que le THC, c'est lui qui est derrière toutes les propriétés récréatives et toutes les propriétés euphorisantes. Donc le cannabis, oui, il peut être utilisé en thérapeutique parce que tout simplement, vous voyez, on parle des morphiniques, oui, c'est bien, mais les effets indésirables sont quand même très conséquents. Le problème de la constipation, imaginez une personne qui va prendre des mois et des mois ce traitement, comment gérer la constipation, comment gérer la dépression respiratoire, comment gérer le nausée et vomissement. Donc, vous voyez, lorsque nous avons des molécules qui sont de plus en plus ciblées, qui agissent sur des neurotransmissions dont les conséquences ne sont pas très graves, oui, mais nous sommes quand même très fermés, très bornés, et dire non, on ne touche pas aux cannabinoïdes, c'est pas bien. Je pense que si les choses sont très bien canalisées, très bien faites, si on les comprend convenablement, on peut les utiliser. D'ailleurs, c'est des médicaments qui sont commercialisés. Vous tapez cannabinoïdes et médicaments, vous allez trouver plusieurs produits qui ont leur AML, qui sont utilisés dans un cadre, bien sûr, réglementé. Et quel palier? Non, ce n'est pas considéré comme des antidouleurs. Pour répondre à ta question. Donc, lorsque aujourd'hui, nous cherchons dans les classifications usuelles, pharmacologiques ou thérapeutiques, les cannabinoïdes n'existent pas dans la classification. Donc ni palier 1, ni palier 2, ni palier 3, mais je pense que nous pouvons les classer au niveau du palier 2.
c'est pas un palier 3, mais ça peut être considéré comme un palier. Mais il n'existe pas aujourd'hui. Hein. La même classification, dans les classifications officielles, il n'y a pas les canapés. Non, parce que c'est pas. Les recommandations n'ont pas adopté jusqu'à aujourd'hui ces molécules comme étant des médicaments qui peuvent être utilisés à large échelle. Moi, je peux faire un retour à l'officine. Donc, à l'officine, on a des abus. Les ordonnances, تلقى فيهم les 3 paliers مع بعضهم. وتلقى فيهم الزوفرين وتلقى فيهم البرمدنون وتلقى فيهم les inhibiteurs نتاع الجلوتامات وتلقى فيهم كل في الاوردونونس مصبوبين الكل. اللي يلوجوا عليها عمره 70 سنه ل 60 سنه ل 80 سنه. دونك نعيشوا وضعيات فريمون فيها نقطه استفهام. باش تكلم سبيسياليست وتلقى تحكي. دونك نقول ما جاش نهار اللي مثلا نسيروه في الكوديين نعملوا به. وين نعملوا فيه؟ وين؟ معليش ما جاش وقت اللي فما حاجات نحيوها. مادامنا عارفين هو يتعطيه العمر 70 و 80 سنه ونعرفوا ان الراجل عنده الفده ويكح بحاله حديده ويعطيه يسيروا فيه الكوديين واني اوبليجي باش نحي له فارماسيون بدلوا له من غير ما نسال الطبيب خاطر كان باش نسال باش نلقى ريبونس ترضيني انا. حاجه اخرى نلقاو بخلاف الموفي يوزاج تلقاه مثلا هو ساعات نسال ونقول لك عندك الجيعه هذا كل تسهرك مثلا الصباح باش يعطيوك 3 شهور ولا شهرين تدوي على بعضه راهو. تلقى لي باراسيتامول وتلقى لي بريغابالين وتلقى لي جلوتامات الوحيد بخلاف الفيتوثيرابي اسوسيي معاها بخلاف عندها دي زونتي انفلاماتوار. معناتها راهو في العباد قاعده فريمون لا يزي لو كو سونتي معناتها قاعد نشوفوا الكو عمال يطلع ونشوفوا اللي دويات قاعده تتفاعل العباد بصفه غير عاديه غير عاديه. ورغم اللي سي سون دي سبيسياليست اللي قاعدين يداويو. Pour les médecins, il faut une spécialité. Algologue, c'est une spécialité, c'est une science. Et quand ça a une à travers, ils vont prescrire. Donc, bon, احنا نحكيو في ولايات اللي مازال ما عندناش توت لي سبيسياليتي بانال مش نوصلوا للقولوا لازمنا ما عندناش سبيسياليست عمل كيدير كل جمعه يجيو حاجه اخرين فما دي جون كي ساف لا كومبوزيسيون تاع الدويات. دونك يجيك يطلب في السيرور الفلاني خاطر يعرف فيه يقول لك اعطيني هذاك خاطر يعرف فيه الكودين هذاك خاطر عندهم حاجات يعملوها. فما دي بندبوش كيف يعرفوهم فيهم حاجات دونك يخرجوا منهم تحس اللي معناتها وليت في الكونتوار tu sélectionnes, tu refuses de vente alors قانونيا tu refuses de vente ساعات حتى des prescriptions on refuse des prescriptions. معناتها نلقاو روحنا في وضعيه جديده ما كناش عايشينها سنين اخرى. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs tout à l'heure parmi les réflexions qu'on a avancées, c'est que les médecins ne sont pas toujours en phase avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Et l'autre fois, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du Lyrica, nous avons dit et nous avons constaté que 99% des problèmes viennent des prescriptions médicales. Lorsqu'on parle des paliers 2, des paliers 3 aujourd'hui et le mésusage, ça vient des prescriptions médicales. Un pharmacien ne donnera jamais une boîte de trioxyphénidine, un pharmacien ne donnera jamais une boîte de Temesta, un pharmacien ne donnera jamais de la morphine. Mais un médecin peut prescrire ça d'une façon très aisée et facile, avec aisance, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'on a proposé, d'ailleurs, même lors de nos discussions, de débats, المجتمع المدني يكون حاضر معنا وزارة عقار وزارة الصحة لو خاطر معناها ان بروبليم كيما لا ديكتولوجي c'est un problème de société, c'est pas un problème de pharmacien, c'est un problème de médecin, un problème de pharmacien, un problème d'éducateur, un problème du ministère des Affaires sociales. Tout le monde doit être ministère de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Tout le monde doit mettre la main pour faire face à ces fléaux. Les médecins, je propose même à notre Conseil national d'avoir carrément des réunions cycliques avec l'ordre des médecins pour sensibiliser le corps médical à tous ces problèmes et les sensibiliser par rapport à ces fléaux. Parce que si on voit le fentanyl par exemple et l'évolution et les catastrophes qui sont derrière, si on va rester à regarder et à
aborder ce sujet avec du laxisme. Moi, les pharmaciens, mais je parle des médecins, je pense que les conséquences seront très graves. C'est important qu'on discute avec les médecins. Ils sont intouchables. C'est comme si on n'a pas un médecin lorsqu'il fait un pharmacien qui donne une boîte de Temesta à quelqu'un. Et c'est la catastrophe. Alors qu'un médecin il fait Temesta, ben c'est normal. C'est ça le problème. نشوفوا مثلا les ordonnances des pédiatres. Les ordonnances des pédiatres presque. انا خممت نهار باش نعمل ايتود. ما يصيرش. علاش؟ على خاطر هما ما عملوا لنا التاك نتاع الانتيبيو ريزيستانس عملوها الكورة الفارماسيان. اني قلت نخمم باش نعملوا لهم ايتود. باش نرجعوا لهم الكورة في الكون تاعهم هما. شو احنا عمرنا ما خليوهم مدام راهو جوست بارونتيز صغيرة. تو ثم ان جرون ترافاي ما بين وزارة الصحة مع لو ام اس. صدقني lorsqu'on est présent, on est toujours présent. Ils n'oseront jamais dire un mot sur les pharmaciens d'officine. Même il y a 3 ans, l'antibiorésistance, c'est les pharmaciens qui vendent sans ordonnance. Écoutez, est-ce que les médecins font une différenciation entre les infections virales? Ils ne font jamais. Jamais de test. 90% des prescriptions, les infections sont virales et il y a des antibiotiques. Les vétérinaires, j'ai entendu le mot vétérinaire. Alors là, les vétérinaires sont éperdument de la consommation des antibiotiques. Les firmes pharmaceutiques font de la pression. Le fait d'avoir beaucoup plus de génériques, ça presse sur la prescription. Nous sommes vraiment, moi je pense, c'est vrai, on le fait. Et moi aussi je le ferai. Et qu'il y a une zone reculée à 40 km du médecin. Et je sais très bien, pertinemment, chez un enfant, je vais éviter une éventuelle surinfection et je cible avec des antibiotiques à un spectre qui n'est pas très large. Je ne suis pas sincèrement dans le tort. Hein, le médecin, je ne vois rien, voir streptocoque A ou staphylocoque. Vous voyez un petit peu, donc juste parenthèse, là, on va يتكلموا مي احنا ديما في الشوط في كل شيء نواصلوا الموضوع كان التركيز على ليتود اللي حابب تعملها. شنو هي ليتود؟ على البيبروفين. البيبروفين شفتوا معناتها سي اون موليكول صعيبه ياسر. وي بريسك كي ما نقولش 100% الصغار الكل الدواء. الفيرالغون والبيبروفين بالخلاف كيش طيح السخانه. بريسك الصغار الكل. ومش فيها كان عندنا احنا في الجنوب، هذه فيها ظاهره في تونس كامله. دونك الصغار الكل ولا باش يحطوا سخانه يبيبروفين Voilà les recommandations, madame, commence à changer. Cette histoire. Il faut clôturer dans 2 minutes. D'accord? Vas-y. Quelle est cette histoire? علاش اني نرجع لك على خاطر باش تطيح نعرفوا الاستيام انفلاماتوار باش يطيح الدفاع الدم، راس معروفه هذه. وخلاف لي ميفي الاخرين. دونك نلقاو احنا في سيتياسيون اللي علاش قلت Les recommandations sont claires, madame. Pour la douleur et pour la fièvre, il faut privilégier un antalgique. Et si ça ne marche pas un antalgique, c'est là où on peut basculer vers un anti-inflammatoire. Mais bon. La prégabalite, elle a augmenté de 4 fois son chiffre d'affaires en déploie. Seulement la prescription. Ça c'est le là. Il y a une commission prévue par le texte de loi où le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des médecins, l'inspection pharmaceutique, L'inspection médicale, qui est allouée, par le texte de loi, on parle de tout ça. De légiférer d'ailleurs une ordonnance concernant le parkinson, c'est l'un des résultats de cette commission. Il doit être juste fait, il ne faut pas en faire. Je vais vous demander. Alors, 1 minute, le temps qu'on remercie nos confrères, notamment Ça me serait pour la route. Le Turfan. Est-ce que vous avez une idée comment il agit? Comment il est considéré, le Turfan? C'est à peu près ça, mais c'est pas vraiment ça. Mais
il agit sur Un inhibiteur de quoi? Ah, attends, nous avons parlé des amphiphaliques, des morphines endogènes. C'est elle qui agit sur les récepteurs au niveau intestinal. C'est elle qui augmente le péristaltisme intestinal. il inhibe les sécrétions. Une enzyme qui va transformer la propancéphalie en encéphalie. En inhibant ce passage-là, il va y avoir une diminution de tension de cette encéphalie. Le récepteur ne sera pas activé, il ne va pas y avoir une augmentation de péristaltisme intestinal et il ne va pas y avoir de diarrhée. Mais malheureusement, c'est un produit qui est cher. Donc, une seconde, on remercie de insister 2 fois, s'il te plaît. Donc, je vais commencer par si Mohamed Amin Kaïb. Merci. Merci beaucoup. Merci. Saha. Inch'Allah, on va refaire cette expérience avec vous. Une petite note d'information. Donc, il y a le symposium du partenaire et du sponsor Argania qui aura lieu à 20h. Il y a un décalage, donc c'est à 20h le symposium. Alors, à la fin du symposium, il y a un cocktail dînatoire pour les inscrits au congrès, donc, qui est dans le Café Mort, à l'entrée de l'hôtel. À côté de l'entrée principale de l'hôtel. Donc on a prévu un bus de navette, c'est pas loin, il y a 2 minutes, même pas, de l'entrée principale, de la réception. D'accord? Mais il y aura un bus quand même. Pour ceux qui veulent prendre leur voiture, ça prendra 2 minutes. Pour ceux qui veulent prendre le bus, il y a le bus qui va faire la navette. Donc à 20h, même à pied, on peut y aller. Hein. Donc à 20h, c'est le symposium.